Marceau Deschamps-Ségura, docteur de l'Université de Poitiers, et je tiens à remercier le REREF et toute l'équipe de l'université pour cette invitation dans ce colloque consacré à la frontière. Et je suis très heureux, malgré la distance, de pouvoir participer et d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler du théâtre de Shakespeare et de la question de la frontière dans ce théâtre. Et donc aussi bien la frontière entre les classes sociales que la frontière géographique qui sera celle de la ville de Londres. En 1564, au moment de la naissance de Shakespeare à Stratford-upon-Avon, la ville de Londres ne connaît aucun théâtre construit de manière permanente. Les comédiens sont itinérants, ils sont sous la protection d'aristocrates puissants, et ils vont de lieu en lieu, de ville en ville, pour représenter les pièces qu'ils ont dans leur répertoire. Il faut attendre 1567 pour la première expérience d'un théâtre en dur, et cette expérience sera assez provisoire puisqu'il ferme la saison suivante. Et donc, pour qu'une vraie vie théâtrale se crée de manière pérenne à Londres, il faudra attendre 1576 avec la création du théâtre The Theatre et l'année suivante le théâtre The Curtains. Donc ces deux théâtres posent tout de suite la question de la frontière, cette fois-ci la frontière idéologique. En effet, le nom du deuxième théâtre construit en 77, The Curtains, désigne non pas le rideau, au sens du rideau de Seine, qui n'existait pas à l'époque élisabéthaine, mais la limite, la frange, les franges de la ville. Ces deux théâtres, comme l'expérience provisoire qui a eu lieu 10 années plus tôt, sont construits à la frontière de la ville de Londres, ce qui leur permet d'être en dehors de la juridiction de la ville. Et cette position est l'expression d'un premier rapport de force. Nous avons d'un côté les City Fathers, les autorités de la ville de Londres, qui sont conservatrices, influencées par la pensée puritaine, et qui voudraient s'opposer à l'émergence du théâtre à Londres. Ils y voient une rivalité par rapport aux offices religieux et un motif de trouble public. De l'autre côté, nous avons la couronne qui va, elle, être favorable à l'émergence d'un théâtre professionnel à Londres et va le soutenir à travers un certain nombre de lois, telles que cela a été décrit par Andrew Gurr et Pascal Drouet. Notamment Élisabeth Ier, et avec elle la grande aristocratie d'Angleterre et notamment plusieurs personnes de Londres, qui vont être très favorables à l'existence de ce divertissement d'essence populaire. Ces premiers théâtres à la périphérie de Londres vont ensuite être suivis par d'autres théâtres du même type qui, au lieu d'être tout à fait au nord, à la limite nord, vont se retrouver au sud de la Tamise, dans la région urbaine de Southwark. Et notamment, l'exemple le plus connu aujourd'hui en est le Globe, qui va être le théâtre de Shakespeare et de sa compagnie à partir de 1599. Mais il y aura aussi, par exemple, le Rose, non loin. Ces théâtres sont des théâtres qui sont construits sur le même modèle. Ils sont à ciel ouvert, une sorte de grand cercle ouvert en leur centre face au ciel, construit sur 3 étages, avec donc des galeries qui permettent d'accueillir les spectateurs, et au centre, une fosse où les spectateurs les plus populaires peuvent apprécier le spectacle. La scène avance amplement vers le public, ce qui crée une interaction très forte avec les spectateurs, ce qui rejoue la tradition populaire théâtrale. Le prix des places est progressif. Pour un penny, ils peuvent accéder à la fosse, ils seront exposés à la pluie, mais ils peuvent apprécier la pièce de face directement. Pour un penny supplémentaire, ils peuvent avoir des places assises situées dans les galeries. Et pour un 3e penny, ils peuvent avoir les places qui sont les plus proches de la scène. Il est même possible de payer 6 pennies pour pouvoir accéder directement aux places situées tout à fait au-dessus de la scène
et pour ça, ils passent par la coulisse et donc ont la chance de pouvoir côtoyer les comédiens. Les représentations ont lieu dans l'après-midi, ce qui fait qu'elles sont baignées par la lumière du soleil, et ce fait plus la disposition des lieux fait qu'une interaction très forte avec les spectateurs reste permanente dans ces salles, dans la plus grande tradition des formes de théâtre populaire. Parallèlement à ce théâtre essentiellement populaire, va émerger une autre forme de théâtre à Londres, dans des lieux qui seront aussi différents. Donc, de la même manière que pour les salles ouvertes, nous pouvons voir que ces salles que nous appellerons ouvertes vont avoir une sorte de petit prologue en 1575 qui se terminera dans les années 90 avant de reprendre pleinement une activité pérenne à partir des années 1600. Ces salles, comme la salle Saint-Paul ou la plus célèbre, la salle des Blackfriars, vont pouvoir accueillir moins de spectateurs. Donc dans les grands théâtres à ciel ouvert, il peut y avoir jusqu'à 2000 ou 3000 personnes. Dans celle-ci, nous compterons seulement un nombre en termes de centaines, et le prix des places est beaucoup plus cher. Le premier prix d'accès d'une de ces salles couvertes est de 6 pennies, c'est-à-dire le prix le plus élevé des salles ouvertes. Leur tarif augmente ensuite rapidement et peut monter jusqu'à 36 pennies quand les spectateurs veulent acquérir un tabouret pour être à même le plateau et donc dans la plus grande proximité vis-à-vis des comédiens. Ces salles sont situées dans le centre de la ville de Londres, ce qui est inédit. Il s'agit de bâtiments religieux réaffectés à la pratique du théâtre, ce qui va susciter les réticences de la ville, mais va être toléré dans un premier temps, puisque ces compagnies vont être des compagnies spécialement d'enfants, et non pas des compagnies de théâtre professionnelles. Cela va permettre aussi à des auteurs reconnus, des poètes reconnus, de se tourner vers l'écriture théâtrale, tout en restant dans un endroit valorisé. Donc par exemple, Lily, John Lilly, chef de file des University Wits, les beaux esprits de l'université, qui va écrire pour les Children of the Chapel pendant la décennie 1580. Donc ce sont les premiers textes extrêmement ouvragés écrits par un poète et universitaire et qui vont ouvrir cette voie nouvelle pour l'écriture théâtrale et la renouveler. Ces salles de centre-ville sont extrêmement belles, extrêmement ouvragées pour un public plus sélect, et elles sont éclairées à la bougie, à la chandelle, ce qui permet de créer une ambiance plus intime et une image plus léchée, plus raffinée elle aussi, plus propre à satisfaire le goût des aristocrates. Et notamment un des aspects du goût des aristocrates, d'un goût nouveau, inspiré donc de l'aristocratie européenne, qui est de vouloir une fiction qui pourrait être autonome, où les personnages ont leur existence propre et qui ne soient pas directement adressés au spectateur, où le monde du spectateur puisse se retirer face à celui de la fiction que l'on observe. Ces deux types de salles vont donc se côtoyer à l'intérieur de Londres, ou en périphérie de Londres, et vont peu à peu, au fur et à mesure des décennies, jusqu'à la fermeture des théâtres en 1642, obtenir une certaine autonomie de répertoire, une sorte de polarisation de la part des spectateurs, tel que cela est décrit par Andrew Gurr. Les salles de centre-ville vont se spécialiser dans un théâtre plus aristocrate, plus sélectif, là où les salles de la périphérie vont avoir des spectacles et des spectateurs d'origine plus populaire, bien qu'il y ait toujours un certain brassage social dans ces salles. Cette séparation progressive des salles et des répertoires permet de voir émerger une reconnaissance progressive de la figure de l'auteur de théâtre, qui passe de écrivaillon de divertissement, qui écrit souvent en collaboration, à véritable figure poétique autonome. Et certains auteurs, à la fin de cette période, vont se mettre à écrire indépendamment des questions financières qui jusque-là étaient le moteur de la création. Cependant,
Dans ce tableau de deux paysages théâtraux qui se séparent progressivement, on peut remarquer que le rôle de la compagnie de Shakespeare et des Kingsmen a été un frein considérable, a été une volonté d'unifier ces deux types de spectateurs qui autrement auraient été séparés. Cela a été possible historiquement grâce à quelque chose d'absolument original dans cette période, c'est qu'en 1609, la compagnie de Shakespeare, la compagnie des Kingsmen, fait l'acquisition de la salle des Blackfriars. Et ils auront aussi l'autorisation de jouer, alors qu'ils sont une troupe de comédiens professionnels adultes, ce qui n'avait jamais été le cas dans les salles de centre-ville. Donc à partir de 1609, la compagnie de Shakespeare possède d'un côté le Globe, théâtre populaire à ciel ouvert, pouvant accueillir près de 2000 à 3000 spectateurs au sud de la Tamise, et le théâtre des Blackfriars, qui est lui bien au centre de Londres, et qui va accueillir des spectateurs plus triés et ayant la capacité de payer plus cher, mais ayant aussi des goûts plus raffinés. Et l'action qui va être celle de Shakespeare et de sa compagnie va être non pas de créer deux répertoires qui seraient clivés entre les deux et de créer une frontière entre ces deux types de spectateurs, mais au contraire de réutiliser des éléments du goût populaire ou du goût aristocrate mélangés à l'intérieur de leur propre pièce, remettant en question l'idée même de frontière entre ces deux types de spectateurs, favorisant les échanges entre eux. Un des exemples les plus représentatifs de cette volonté d'unification des publics, de ces pièces à double détente, orientées aussi bien vers le goût aristocrate que vers le goût populaire, est La Tempête, une des dernières pièces que Shakespeare ait écrit seul en probablement 1610-1611. Cette pièce sera représentée dans les deux types de salles, et on peut y remarquer des éléments propres à chaque salle. Par exemple, la pièce met en scène un rapport à la musique très raffiné. Ces nombreux passages musicaux ont été composés par Robert Johnson et accompagnent la présence d'Ariel tout au fil de la pièce, à chacune de ses apparitions, dans une musique qui est décrite par les personnages comme une musique céleste, une musique extrêmement raffinée. Nous avons aussi dans la pièce un pastiche de masque, le masque étant un divertissement propre à l'aristocratie, qui met en scène des dieux et des déesses, et qui finit traditionnellement par l'incarnation par l'aristocratie de ces valeurs divines en rejoignant les acteurs et les actrices pour un moment de danse. Or, Shakespeare va aussi être teinté par le goût populaire, notamment par plusieurs aspects. Le premier, que j'aimerais convoquer maintenant, est le goût pour la rupture et le choc dans le bruit. Et donc, par exemple, il s'amuse à détruire les effets qu'il met en place. Le masque est brusquement interrompu par le personnage de Prospero, qui dit qu'il faut reprendre l'intrigue de la pièce, et qui du coup met fin de manière très abrupte à ce raffinement qui était alors en train de se déployer. Ce goût de la rupture est présent dès l'ouverture de la pièce, puisque dans une ouverture particulièrement immersive, Shakespeare met les spectateurs dans une situation de naufrage. Les spectateurs sont au milieu d'une tempête, tout comme les acteurs, et ils font naufrage dans ce théâtre devenu un immense navire, ce qui met tous les spectateurs et les acteurs dans la même situation à l'ouverture de la pièce. Enfin, trait du goût populaire, la pièce comporte de nombreux éléments magiques, merveilleux. Donc nous avons évoqué le personnage d'Ariel, et donc dans cette île, le personnage de Prospero, qui est parti, qui a été chassé, exilé par son frère, et donc dans une rivalité politique, est aussi un maître de la magie. Et voilà, ce genre de personnage est caractéristique du goût populaire, et l'amener dans une pièce à destination des aristocrates est une sorte de jeu avec les attentes des uns et des autres. Par ce travail sur l'immersion, Shakespeare va justement utiliser un des aspects qui peut être ambivalent aussi bien, donc qui est à la frontière entre le goût populaire
et le goût aristocrate. Puisque nous l'avons dit plus tôt, dans la tradition populaire du théâtre, il y a une interaction très forte avec le spectateur, mais qui se fait indépendamment de la question de la fiction. On l'a par exemple avec le personnage du clown, qui arrive avec son identité propre et qui vient souvent interrompre les pièces, apporter sa propre histoire personnelle, voire absence d'histoire, et le faire directement dans un rapport au public, dans un rapport au spectateur, et donc au détriment de la fiction. Inversement, nous avons décrit le goût aristocrate comme de plus en plus attaché à la question de la fiction. Et cela aboutit, dans ce que nous avons décrit, vis-à-vis du masque aristocratique, comme une fusion entre le monde du spectacle et le monde de la fiction, puisque à la fin du masque, les aristocrates rejoignent la fiction et deviennent eux-mêmes des membres de cette fiction. Eh bien, ce qu'a pu faire Shakespeare dans cette pièce, dans La Tempête, et on peut voir que c'est quelque chose qui arrive de manière progressive au fur et à mesure de son théâtre, c'est de créer ces effets d'immersion où l'interaction avec le spectateur se fait de manière très frontale, de manière très tenue, mais se fait sans rompre la fiction, sans venir détruire la frontière qui pouvait exister entre le réel et la fiction. Et donc en brouillant cette frontière, en la relativisant, en presque l'annulant pour les spectateurs, qui restent certes toujours conscients qu'il s'agit d'une fiction, mais qui sont invités à y prendre part comme s'ils en faisaient partie eux-mêmes. Le fait de posséder ces deux types de salles a été le résultat d'une politique très volontaire de la part d'un entrepreneur, James Burbage, le père de Richard Burbage, l'acteur fétiche de la compagnie des Kingsmen. Donc c'était là une stratégie commerciale de la part de la compagnie, mais cela a eu des effets extrêmement ancrés dans le paysage théâtral, puisque la compagnie phare, qui a la protection royale depuis 1603, est une compagnie qui, de manière très résolue, a écrit aussi bien pour les aristocrates que pour les spectateurs d'extraction populaire. Et donc, en conclusion, on peut dire que la question de l'immersion, de la remise en question de la frontière sur le plan narratif, dramaturgique, a été le moyen par lequel cette compagnie, possédant les deux types de théâtre et donc remettant en question l'idée même de frontières géographiques, a pu continuer à lier ces deux types de spectateurs et donc la communauté humaine du théâtre de Londres à cette époque dans un théâtre fédérateur qui va se nourrir de chacune des identités pour leur permettre de se rencontrer, ce qui permet à la fois de comprendre mieux les identités, les limites qui différencient chacune des identités sociales, mais aussi de comprendre peut-être ce qui les unit, le trait d'union qui peut exister entre ces différentes identités. Je vous remercie énormément pour votre écoute. J'espère que le montage n'a pas été trop saccadé. C'est une des premières fois que je m'adonne à cet exercice d'enregistrement. Et j'espère que cela contribuera à la réflexion commune menée aujourd'hui sur la question de la frontière.